tenais à tous vous dire un grand bienvenue parce qu'il y a plein de nouveaux managers Up Together qui nous rejoignent en ce mois de septembre. On est super content de vous accueillir pour cette première masterclass. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne m'ont pas vu de visu, je suis Grégoire Eben, je suis le cofondateur d'Up Together. Aujourd'hui, on est super content parce qu'on accueille Marion Lambert. Salut Marion. Salut à tous. Marion, on est très content qu'elle soit là avec nous parce que c'est une passionnée des ressources humaines, c'est le moins qu'on puisse dire, vous allez voir. Et elle a la tête du département de l'accompagnement au changement et de la qualité de vie au travail de la CARSAT. La CARSAT, c'est la Caisse d'assurance retraite et santé au travail pour ceux qui ne connaissent pas. Et aujourd'hui, le sujet qu'on va explorer avec Marion, c'est comment est-ce qu'un manager peut créer des temps d'échange efficaces avec son équipe. C'est un gros sujet que vous avez tous. Pas mal de choses. Et d'ici à 14 heures, il y aura pas mal de temps d'échange, notamment sur c'est quoi un temps d'échange et comment est-ce qu'on le met en place, notamment tout ce qui est échange individuel versus échange collectif. Et après, Marion va nous expliquer, elle, sa vision de comment on les met en place et comment on les anime. Et après, on rentrera dans des cas concrets. Il y a eu pas mal de retours de votre part sur comment je fais des feedbacks quand ils sont négatifs. Comment je co-construis avec mon équipe tout en étant manager, enfin en laissant la place. Donc pas mal de sujets. Ça me permet de vous rappeler que cette masterclass, elle est interactive. Je vois qu'il y a pas mal d'entre vous qui sont emparés du chat et j'en suis vraiment ravi. Donc moi, je serai là pour passer à Marion certaines questions pour qu'elle puisse se concentrer sur ce qu'elle souhaite nous dire. Et puis voilà, on vous passera peut-être la parole en visio si c'est nécessaire à certains moments. Peut-être pour commencer, Marion, tu veux peut-être te présenter en 2 minutes? Oui, avec plaisir. Ce que je pourrais vous dire d'intéressant, c'est pas tant ce que je suis, mais Grégoire l'a dit, pourquoi je suis passionnée des relations humaines. Je pense qu'avant tout, c'est un chemin de vie qui m'a amené à me poser la question de pourquoi des fois les relations humaines fonctionnent ou dysfonctionnent. Donc ça m'a amené à me poser pas mal de questions, avant tout sur moi, donc à essayer de tenter de comprendre qui j'étais, dans l'optique de mieux rentrer en relation avec les autres. Parce qu'en premier, une de mes croyances que je continue de nourrir, c'est que plus on se connaît, plus on connaît sa manière d'interagir, mieux on interagira avec les autres. Donc ça a été mon chemin de vie et donc ça va faire quasiment 20 ans que j'ai fait le choix de travailler que dans le domaine des ressources humaines. Ce qui m'amène aujourd'hui à travailler à la CARSAT des Pays de la Loire. J'ai bien conscience que quand on parle de la CARSAT, il y a tout un tas d'idées qui viennent à l'esprit et certaines ne sont pas forcément très positives. Donc on assume notre culture bureaucratique et puis de l'administration publique. Et en même temps, je remercie Grégoire d'être venu nous chercher parce que c'est vrai qu'on est aussi une institution qui innove beaucoup aujourd'hui et beaucoup dans le domaine des pratiques managériales. Donc voilà ce que je pourrais dire. Poser ces questions, c'est accepter. Et pour moi, c'est un vrai plaisir de ne pas arrêter de se former. Donc je continue à beaucoup me former, y compris au coaching et à la médiation. Donc du coup, je regarde les conflits de manière très différente depuis que je me suis formée à la médiation et que je sais que finalement, il n'y a pas de changement sans conflit. Donc voilà ce que je pourrais dire en introduction. Merci beaucoup pour cette intro. On va vite rentrer dans le vif du sujet, Marion. Quand on a préparé cette masterclass, tu me disais qu'il fallait aussi bien replacer l'importance du dialogue dans une équipe, l'importance de ces échanges. Pourquoi pour toi c'est si important? Tu m'avais dit une phrase qui m'avait marqué, quoi qu'était pour moi une équipe qui ne dialogue pas, c'est une équipe morte. Oui. Et peut-être rappeler pourquoi c'est si important à ton sens. Ça fait le lien avec ce que je disais. Je pense que tout un chacun, on peut avoir un rapport au conflit particulier. Et quand on est manager, on pourrait avoir tendance, en tout cas ça a été mon cas pendant longtemps, à me dire mon équipe qui fonctionne bien, c'est une équipe où finalement on n'entend pas trop de bruit. Et puis maintenant que je suis amenée à gérer des conflits, je pourrais dire l'inverse. Je pourrais dire qu'une équipe qui cause, une équipe qui n'est pas d'accord, une équipe où on est capable de se dire les choses, c'est une équipe qui va bien et qui est vivante. Moi, dans mon métier, j'interviens dans des collectifs et ça m'est arrivé de manager est venu me chercher parce que dans son équipe, ça parlait plus. Mais je vous assure, quand vous arrivez sur le plateau, c'était un silence, je pourrais dire, de mort. Et c'était arrivé à un stade que les personnes ne pouvaient plus s'adresser la parole. Donc, oui, c'est ce qui fait que je suis convaincue que échanger, alors tout ça avec un cadre très particulier, c'est indispensable.
quoi? Alors, justement, peut-être la base, avant qu'on rentre dans les différents formats individuels versus collectifs, est-ce qu'il faut faire ça en mail, est-ce qu'il faut faire ça en live, c'est quoi pour toi la base de tout dialogue? Tu parles déjà depuis le début de ce cadre. Qu'est-ce qu'on doit mettre en place quand on est manager, quoi qu'il arrive? J'aime bien prendre la métaphore du code de la route parce qu'on est quand même pas mal à apprendre notre voiture, même si on va essayer de moins le faire dans les années qui viennent. Mais je crois que ce qui fait qu'on arrive à conduire les uns à côté des autres, c'est qu'on a tous appris avant de se mettre au volant le code de la route. Le code de la route, c'est un cadre qui régit nos déplacements quand on est au volant de notre voiture ou sur notre vélo, etc. C'est la même chose en entreprise et dans une équipe. Si on n'a pas défini quel est notre code de la route, la manière dont on va interagir les uns avec les autres, donc on va se parler, on va dire ce qui est acceptable ou interdit, et ben le risque c'est que on n'interprète tous de la même manière les sens interdits, qu'on ne sache pas tous qu'il y a des zones à 30, des zones à 100. Donc c'est ça pour moi, le cadre, c'est le code de la route d'une équipe, c'est-à-dire comment on va interagir les uns avec les autres. Ça part aussi du postulat que les individus ne sont pas le problème, hein, c'est que la manière dont ils interagissent entre eux, dont ils ont la possibilité de le faire ou pas le faire qui est un problème. C'est ce cadre relationnel qui est primordial et qui est, selon moi, la base de toute vie d'équipe. Et d'ailleurs, toute équipe qui se voit, parce que c'est la vraie vie des organismes, hein, il y a des personnes qui rentrent, qui sortent, et ce cadre, il doit être réinterrogé à chaque fois qu'il y a un moment particulier dans la vie de l'équipe. Donc peut-être que Grégoire, tu vas me demander ce cadre, c'est quoi, ouais. Ouais, c'est ça, parce qu'on en parle beaucoup de ce cadre en fait, comment tu le construis, quoi. Est-ce que c'est toi qui arrives en tant que manager, quoi, tu dis voilà, ça c'est mon cadre ou c'est le cadre de la boîte, à vous de le suivre. Est-ce que tu le construis avec eux et tu parles faut le réinterroger régulièrement? Enfin, moi, ça me pose beaucoup de questions concrètement comment on le construit, quoi. Ouais. Alors après, tout ce que je vais raconter, ça part de mon vécu de manager, de mon métier qui est d'accompagner des managers au quotidien. Avec peut-être ce nota bene très important, c'est qu'on est manager avec qui on est. Alors tous, on est dans une entreprise, donc on a un fonctionnement qui doit répondre au cadre de l'entreprise, mais après, dans l'exercice de notre fonction, moi, je fais partie de ceux qui pensent que c'est primordial de cultiver notre caractère unique, ce qui fait notre particularisme. Donc, comment on pose un cadre? On le pose, pour moi, en tous les cas, ma conviction, c'est qu'on le pose avec l'équipe. Quand on veut qu'il y ait une adhésion à quelque chose, si on a permis aux personnes de contribuer, de participer, on est plus assuré du fait qu'elles vont y adhérer. Ça ne veut pas dire, et c'est un des enjeux forts pour le manager, qu'à un moment, il ne va pas devoir décider. D'ailleurs, il reçoit autorité pour ça. Il reçoit de son directeur ou de son manager le pouvoir de décider. Donc, poser un cadre, moi, comment je le fais, parce que je le fais dans mon équipe, je réunis des personnes et je leur explique ce que je viens de vous expliquer, qu'on a tous une histoire, on a tous des valeurs, on a tous un vécu professionnel, un vécu personnel, qui fait qu'on arrive et on a déjà une manière d'être qui nous est propre et que pour mieux fonctionner les uns avec les autres, il semble important qu'on se mette d'accord sur les fondamentaux de nos travail ensemble. Donc pour se mettre d'accord, on prend des post-it comme il y en a derrière et puis on répond, alors il y a différentes formes, il y en a une où on répond à 4 questions qui sont ce que je demande, ce dont j'ai besoin, ce que je tolère, ce que je souhaite et ce que j'interdis dans l'équipe. Donc vous faites vous posez 4 colonnes, et vous demandez à chacun, et c'est toujours très important de réfléchir en individuel tout seul à ce dont il a besoin, avant de laisser la parole à chacun pour s'exprimer de pouvoir, en tant que manager, synthétiser, reformuler. Parce que si moi, je vous dis j'ai besoin de confiance pour travailler, je vais vous parler de la confiance telle que moi, Marion Lambert, je la vois. Et puis peut-être que si quelqu'un d'autre le dit, il y aura autre chose derrière. Donc, c'est un autre enjeu du management, c'est de la reformulation, toujours et encore, pour être sûr qu'on se comprend bien. Et une fois que tout le monde a mis ses post-it, on s'assure qu'on est tous en mesure de respecter ces règles-là. Est-ce que ce qui est interdit, c'est acceptable pour chacun de nous? Est-ce que ce qui est toléré, c'est acceptable pour chacun de nous? Est-ce que ce qui est nécessaire, c'est possible pour chacun de nous? Est-ce que ce qui est un souhait nous semble quelque chose d'envisageable?
Donc tout ça, ça met l'équipe en discussion, en dialogue. Ça permet de connaître, de repérer les sensibilités des uns et des autres, parce qu'on n'a pas tous les mêmes. Et puis, quand on le transpose en termes d'organisation du travail, ça peut être nous amener à reposer les besoins qu'on a en termes de moments où on va se parler. Est-ce qu'on a besoin de faire des temps collectifs, des temps individuels, etc. Voilà, ça c'est une manière de poser le cadre. Il y en a d'autres. Ouais, Marion, tu disais que ce cadre-là, il faut le réinterroger régulièrement. C'est-à-dire que là, il y a pas mal de managers up together, ils sont dans des courbes de transition ou des courbes de croissance où ils accueillent beaucoup de monde, où c'est des équipes qui fusionnent, ou tu vois, enfin, c'est à quel moment qu'on le réinterroge ce cadre sans non plus le réinterroger tous les 2 jours, je pense, parce que je sais pas si c'est très efficace. Alors, tous les 2 jours, ça ne l'est pas, parce que de toute manière, il faut du temps pour intégrer un cadre. D'ailleurs, quand on a passé le code de la route, on n'a pas tout de suite été sur la route. Non, mais j'arrête de plaisanter, mais ce que je veux dire, c'est que déjà, ça s'affiche, des règles d'équipe. Moi, les règles de mon équipe sont affichées dans mon bureau de manager. Donc, elles sont… alors, nous, on a fait le choix qu'elles ne soient pas tabous. Et puis, ça veut dire que quand quelqu'un intègre le collectif, il peut en prendre connaissance. Et moi, ce que j'ai fait, parce que j'ai dû intégrer aussi régulièrement des personnes, j'ai demandé aux membres de l'équipe de lui présenter les règles et de demander si il était ou elle était OK avec tout ça. Et si ce n'était pas le cas, quelle était sa demande, ce qui lui semblait pas envisageable et ce qui lui semblait compliqué ou ce qui allait être aucun problème pour elle. Donc, évidemment, en fonction de la manière dont les équipes bougent, la réinterrogation du cadre, elle sera différente. Si c'est des équipes où finalement ça rentre et ça sort tous les mois, on va se donner un cadre peut-être très macro, et puis on va trouver le moyen que le partage du cadre soit pas uniquement à la main du manager, parce qu'autrement il va faire que ça. Mais lui, le manager va s'assurer qu'il a un moment pour le débriefer avec la nouvelle personne qui arrive. Et puis, quand c'est des équipes plus stables, on peut le faire de manière plus approfondie en y dédiant un temps. Et dans ce temps, on va, par exemple, se poser la question de où est-ce qu'on a été bon, qu'est-ce qu'on a réussi à faire, et puis peut-être là où on n'a pas été bon et comment on pourrait faire pour l'être un peu mieux la prochaine fois. Ok, cool. Merci pour cette précision. Donc, encore une fois, je vous ai mis dans le chat, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. D'ailleurs, on est une grosse vingtaine, donc je peux aussi vous passer la parole. Il y a quelqu'un de l'équipe qui est à la technique, donc n'hésitez pas. Ok, donc maintenant que c'est posé, ça, Marion, maintenant c'est temps d'échange. Il y a beaucoup de managers, il y a des questions sur du collectif versus de l'individuel et sur la fréquence de ces échanges. Est-ce que tu peux nous dire, toi, ce que tu en penses? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on traite en collectif, ce qu'on traite en individuel? C'est ça la question, oui. Grégoire? Ouais. Déjà, dans tout ce que je vous raconte, je pense qu'à chaque fois, et c'est ça un peu la solitude du manager, c'est qu'il en va de lui, de la compréhension de ce qui est en train de se passer dans son collectif. Donc, à sa capacité à réagir, à trouver les bonnes modalités. Je pense vraiment, et c'est ce qu'on a déployé nous à la CARSAT, que tout ce qui va avoir des conséquences sur notre travail, donc les process, les transferts de sujets d'un secteur à l'autre, tout ce qui va être de la vie du collectif, tout ça, ça se traite en collectif. Alors ça prend du temps parce que pour que chacun ose prendre la parole dans un collectif, il faut se sentir en sécurité. Et selon moi, si on veut se sentir en sécurité, c'est ce que je vous racontais, le premier postulat, c'est qu'il y a un cadre précis. Mais le cadre ne suffit pas. Ce qui derrière va faire que le cadre a du sens, c'est un manager qui va vraiment tenir le cadre, qui va vraiment être là pour le réguler et faire en sorte qu'il soit respecté. Donc, je pense qu'en collectif, on peut traiter pas mal de choses. En individuel, on peut traiter vraiment tout ce qui va toucher à la rémunération, aux problématiques interpersonnelles, parce que c'est pas souvent évident de s'emparer de ça en collectif. Ce qui va être peut-être aussi à un moment un sujet de compétence individuelle de quelqu'un qui bute tout le temps sur le même sujet. Donc, moi, je trouve que la bonne manière de faire, c'est moi, Marion, si ça m'arrivait, comment j'aimerais que mon manager il fasse. Est-ce que j'aimerais qu'il en parle en collectif ou est-ce que j'aimerais sur ce sujet-là qu'il en parle devant tout le monde?
Et puis, c'est aussi une histoire de maturité d'équipe. Des équipes qui se connaissent bien et où la confiance est là, elles peuvent arriver à se dire beaucoup de choses. Des équipes en construction, c'est peut-être plus délicat. Donc, selon moi, alors ça va peut-être pas vous aller, parce que mais je suis une bonne normande, donc peut-être d'un clic, peut-être d'un son. Ça dépend de la maturité de l'équipe et puis du sujet qui est abordé. Maintenant, ça ne veut pas dire que dans un collectif, le manager, quand il y en a un qui sort du cadre, il n'est pas là pour le dire dans tout le monde. Au contraire, et c'est là où sa posture est compliquée et où pour être manager, à un moment, il faut accepter de déplaire. C'est si on a mis dans nos règles de vie d'équipe que chacun devait pouvoir s'exprimer, qu'on n'était pas dans le jugement de l'autre et que c'était important de se sentir respecté, qui selon moi est un peu la base de tout collectif. Quand il y en a un dans l'équipe qui bafoue la règle et qui dit « Ah non mais Marion, là tu délires complètement, c'est n'importe quoi ce que tu racontes », moi, mon manager, je vais lui dire « Écoute, peut-être que ce que tu dis est juste, mais comment tu le dirais autrement pour pas que cette personne se sente jugée ? Ou c'est quoi ton idée ?» Donc, c'est tout le temps rattraper la manière dont, spontanément, hein, des fois, on peut se parler et puis générer de grandes susceptibilités. C'est vrai que tu abordes un sujet hyper intéressant et notamment, je pense que c'est de tout le monde, on a tous envie d'être aimé par notre équipe, hein. Mais c'est vrai que c'est particulièrement vrai, je trouve, dans les startups, on en a un peu parlé aussi tous les deux, où c'est vrai qu'il y a cette notion, il y a beaucoup de startups chez Up Together, où il y a cette notion d'amicalité, d'amitié, presque dans les rapports, enfin, où il y a une ambiance très friendly, et c'est qu'en fait, c'est dur d'être manager parce que ça veut dire qu'il faut justement s'imposer et c'était très juste ce que tu disais. Et est-ce que pour toi c'est vraiment un prérequis pour être manager d'avoir cette notion de je m'impose et oui je suis pas votre copain, enfin c'est des choses qui sont un peu dures à gérer pour certains des managers du collectif. Ouais, c'est la vraie vie. Moi, je la vis comme tout le monde, hein, parce que évidemment, on rencontre des fois sur le lieu de travail des gens avec qui on a des affinités assez fortes puisqu'ils deviennent des amis. Du coup, je trouve que c'est là où le cadre doit être encore plus posé pour que chacun se sente légitimé dans son rôle. Et encore plus si l'un des deux a un rôle de manager. Donc, c'est un chemin, c'est là où je le disais en plaisantant, mais c'est un chemin de vie quand même d'assumer sa place et d'assumer son autorité. Et quand je parle du cadre, c'est parce que pour moi, faire autorité, c'est le devoir du manager et c'est ce qui d'ailleurs le distingue de l'autoritarisme où d'un seul coup, il y a un truc qui tombe, on n'a pas compris pourquoi cette fois-ci c'était comme ça, etc. Donc, c'est aussi le poser. Alors, moi, j'ai une équipe et puis je change d'équipe dans 2 mois. Donc, je vais récupérer 8 personnes qui n'étaient pas aujourd'hui dans mon équipe. Et cette semaine, j'ai travaillé le cadre avec eux. Et donc, pour travailler les règles de vie, je me suis mise avec eux parce que je suis membre de cette équipe. Donc, j'ai moi aussi des besoins, moi aussi des choses à apporter, moi aussi des choses que j'interdis. Mais à un moment, j'ai posé la règle qui est, voilà, moi je vais être votre responsable à tous. Donc, à un moment, quand il faudra décider, ça sera ma place. Donc, je vais décider. Et ça sera mon rôle. Et donc, ça se pose, ça se dit. Alors, je dis pas que c'est simple à faire, mais si on l'a pas fait, je pense que c'est encore plus difficile après de pouvoir des fois recadrer des personnes ou leur dire voilà, ça c'était hors cadre. Okay, c'est comme ça qu'on les fait grandir aussi parce que le cadre c'est un espace de liberté. Moi mon équipe elle est en sécurité parce que comme on a posé le cadre, ils savent jusqu'où ils peuvent aller dans cet espace-là. Et si on ne l'avait pas posé, déjà je ne serais pas au bon endroit de manager pour donner de l'autonomie et puis donc ça voudrait dire que je passe beaucoup de temps à être derrière avec eux, mais aussi je pense qu'ils ne se sentiraient pas libres en fait. Et alors, on a une question en arrière de Jérôme qui nous demande, est-ce que tu as d'autres exemples? Donc là, toi, tu as mis ta règle, le manager, c'est au final, les gars, on construit ensemble, mais c'est moi qui déciderai, donc ça, c'est ma règle. Voilà. Et tu as d'autres règles d'équipe que tu as eu l'occasion d'établir en collectif avec tes équipes? Si tu en as 2, 3 en tête pour qu'on ait des exemples concrets? Ouais.
En fait, ce que je peux dire, c'est que dans toutes les équipes, il ressort un espèce de socle qui est le respect. Ça c'est, en tout cas, dans le respect, c'est je respecte l'autre pour qui il est et je respecte l'autre pour ce qu'il dit. Je parle pas du collectif. Je parle toujours en mon nom. Je parle de ce que moi je vis et pas les autres. Les règles, c'est, j'ai eu des équipes qui ont été dans les règles jusqu'à mettre le temps de rencontres individuelles dont elles avaient besoin pour pouvoir bien fonctionner ensemble. J'ai eu des choses sur des besoins de transparence, des équipes qui se sont dit, moi je supporte pas qu'on me dise pas là où j'ai fauté ou etc. Donc des besoins d'une grande transparence en expliquant justement dans quel contexte devait se faire peut-être les moments où on avait planté quelque chose, donc qui ont demandé à leur manager ça m'arrivera vu que je vais prendre des risques de me planter, j'aurais besoin que tu me le dises et surtout j'aurais besoin que tu le fasses en individuel, quitte à ce que ça soit partagé pour que ça soit apprenant pour le collectif, mais qui ont été posés jusqu'à mettre ça. Il y a des collègues il y a eu beaucoup d'échanges sur la notion de confidentialité. Qu'est-ce qui est confidentiel dans une équipe et qu'est-ce qui peut être partagé? Et donc, des équipes qui, sur certains sujets, ont dit, moi, je souhaite absolument pas que ce que je partage au sein de mon collectif soit rapporté par un membre de ce collectif à l'extérieur. Voilà ce que je pourrais dire. Des interdictions aussi sur des usages de téléphone dans les réunions, des usages de PC, etc. Ah ouais, donc on a vraiment des choses très macro et puis des choses vraiment du quotidien, quoi. Tu as vraiment les deux. Ok. C'est ça. Il y avait une autre question de Christelle sur alors qu'est-ce que nous demande Christelle? Est-ce que tu as des exemples de cas justement de personnes qui étaient hors cadre et puis comment tu les recadres justement quand ça colle pas et que ça sort en tant que manager, quoi? Ouais. Là, on arrive un peu on anticipe un peu sur la suite sur le fameux feedback négatif, quoi. C'est jamais très chouette et sympa de dire à quelqu'un qu'on n'est pas d'accord, quoi. Comment tu fais, toi? Alors moi, comment je fais? Je le fais en individuel. Généralement, ça m'est arrivé des fois de devoir le faire en collectif, mais parce qu'on était en train de mener des travaux et que je me suis dit, s'il y a du pétage de cadre dès le début, je vais pas tenir mes 2 heures de réunion. C'est des réunions d'animation. Donc, je l'ai fait avec le sourire, mais je l'ai fait en direct. Donc, il y a quelqu'un de mon équipe, d'ailleurs, qui est avec moi depuis longtemps, qui a dit, banco, c'est vrai, j'ai pas respecté le cadre là, donc j'ai rien à dire. Et puis ça me fait sourire. Marion, elle avait fait quoi cette personne pour qu'on ait un exemple concret? On avait fait une animation en carrousel. Donc je sais pas si vous savez ce qu'est le carrousel, mais c'est comme un World Café. Donc, vous allez voir, c'est bénin, mais pour moi, c'est à travers les petites choses qu'on autorise ou qu'on engendre les grandes. Donc, et donc, on avait décidé qu'on tournait en carrousel dans les sens des aiguilles d'une montre. Donc, quand vous avez 4 équipes, on tourne dans les sens des aiguilles d'une montre et voilà, comme c'est rythmé, etc., tout va bien. Et j'ai une personne dans mon équipe qui a décidé à un moment, comme ils avaient fini, de passer au tableau de l'autre côté. Et donc, c'est juste une micro-décision à un moment, mais qui a des conséquences sur tous les autres parce que du coup, vous pétez le cycle naturel du carrousel. Puis quand moi, j'ai décidé d'avoir fini, donc les autres qui n'ont pas fini, qu'est-ce qui se passe? Donc, je lui ai dit, tu vois, là, en l'occurrence, c'est pas ce qu'on avait déterminé. On avait déterminé une règle qui était qu'on circulait dans le sens des montres, qu'on avait 5 minutes. Donc, c'est pas OK. Et elle a dit, au début, elle a rigolé parce que c'est pas très agréable et voilà. Ok, merci pour l'exemple. On va finir sur le cadre et on a des questions sur. On voit que toi, alors c'est vrai que la CARSAT c'est une institution. Tu arrives sûrement avec une équipe qui était existante. On a pas mal de managers qui sont dans des dynamiques où il faut qu'ils partent de zéro. On a notamment Maxime qui nous dit par où je commence et que de temps en temps ça peut paraître assez énorme comme tâche, voire intimidant. Quand on est sur, je suppose, des équipes un peu de gens qui nous ressemblent et il faut un peu prendre le lead. Il peut y avoir des gens qui disent c'est quoi encore ce bullshit de management. Par quoi tu commences quand vraiment tu pars de zéro, quoi? Ce serait quoi ton conseil?
Alors déjà, dire que tout va bien s'il y en a qui ne voient pas le sens de ça et qui râlent. Tout va bien. Enfin, c'est pas agréable quand on est manager, mais on en a tous, quoi. On en a tous des gens qui sont pas convaincus, on en a tous qui disent ouais, pourquoi pas. Et puis, enfin, c'est ce que vous avez déjà dû voir, c'est dans le changement, on s'appuie sur ceux qui ont envie, quoi. Et en tant que manager, quand on a compris déjà qu'on met son énergie à un moment sur ça, beaucoup, on se simplifie la vie. Donc, je dirais à Maxime que tout va bien, qu'effectivement, c'est pas simple de faire ça. Vraiment, c'est un exercice pour moi managérial difficile. C'est un des plus durs de tenir le cadre, parce que déjà, c'est sans relâche, parce que dans une équipe qui va bien, il faut quand même être vigilant. Et la première fois, elle sera pas parfaite, mais elle aura la vertu d'exister. Elle aura vertu pour lui, manager, de pouvoir mieux cerner son équipe, de pouvoir cerner les personnalités à travers une équipe. Et donc, peut-être que la première fois, il y a 2-3 trucs qui vont sortir. C'est super. Et puis, on se reverra dans 2 mois, puis on dira, est-ce que ce qu'on s'était donné comme règle, ça fonctionne bien? Et peut-être que ça donnera envie d'en mettre d'autres. Donc, quand on commence de zéro, c'est ce que je disais. Moi, j'aime bien celui où on est tout de suite acteur, c'est-à-dire de quoi on a besoin pour fonctionner et puis qu'est-ce qu'on amène à l'équipe. Et puis, du coup, comme tout le monde s'exprime, on voit que tout le monde a quelque chose à apporter. Ça peut être quelque chose de différent. Il y en a, ça va être du temps, l'autre, ça va être leur bonne humeur, l'autre, ça va être leur instinct de convivialité. Certains, ça va être leur professionnalisme, d'autres, ça va être... Donc voilà, c'est 2 grandes catégories qui sont de quoi j'ai besoin et ce que j'amène. Moi, je trouve qu'elle met l'équipe dans une dynamique positive et déjà, on en récupère pas mal d'informations précieuses. Cool, super. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Maxime. N'hésite pas à nous dire par chat si tu veux qu'on te donne la parole. Yes, bon. Bien joué, super Marion. Bon, j'espère ta batterie de téléphone tient, Marion. Écoute, pour l'instant, ça va. Ça va. Bon, super. on peut continuer. Ok, donc on a parlé de ce cadre. Il y a pas mal de choses aussi autour de la fréquence de ces échanges. On a parlé du échange collectif versus échange individuel. Je ne sais pas si la communauté, vous avez des questions. Moi, je me pose pas mal de questions sur la fréquence. Nous, je sais que là, chez Imagination Machine, on fait beaucoup de ce qu'on appelle les daily meetings, où on doit carrément tous les jours 5 minutes. Tu en as qui font des réunions hebdo, d'autres c'est une fois par mois. Toi, vu de ton expérience, est-ce qu'il y a des... Alors, c'est pas binaire comme réponse, mais est-ce que tu as des grandes choses à partager sur la fréquence des échanges et pareil aussi sur du one-to-one? Est-ce que les gens, tu dis qu'il faut le mettre dans les règles du cadre? T'en as qui disent, moi j'ai besoin d'avoir 30 minutes toutes les semaines. Est-ce que tu as un avis sur ça, plus vraiment d'un point de vue très concret sur la fréquence? Alors, après, je pense que ça dépend aussi beaucoup de l'activité des équipes et du service ou du produit qu'on a à délivrer, c'est-à-dire donc le cœur mission d'une équipe. Moi, évidemment, je suis un produit RH, donc j'aime la relation humaine, donc j'aime le contact humain, donc j'ai du mal à pas voir mon équipe toutes les semaines, mais je l'ai institué et c'est possible et déjà on est tous dans le même bâtiment et donc il n'y a pas de contraintes géographiques. Donc voilà, la première question c'est quelle est l'activité de l'équipe et donc son besoin. Moi, j'accepte que les besoins soient différents d'une personne à l'autre. Vraiment, dans mon équipe, il y a des personnes que je pourrais voir moins fréquemment. Alors, comme j'ai la possibilité de les voir, je les vois toutes les semaines. Mais alors que certaines, si je les vois pas 30 minutes toutes les semaines, ça va être même anxiogène pour elles. Donc, c'est comment, en tant que manager, on peut adapter. Alors, moi, j'ai pas une équipe de 30 personnes non plus. Donc, ça dépend des tailles d'équipe. Mais ce que j'ai institué, moi, j'ai un stand-up de 15 minutes tous les mardis où, grosso modo, on parle de ce qu'on a fait la semaine dernière pour l'équipe, ce qu'on va faire cette semaine et le caillou qu'on a dans la chaussure. Et puis, j'ai une réunion collective d'1 heure, tous ensemble, où là aussi, je fais beaucoup d'informations descendantes sur la vie de l'équipe. Donc, c'est un moment où l'équipe est moins en interaction, où je diffuse de l'info. C'est une obligation quand on est sur une direction support comme les ressources humaines, parce que voilà, vous en avez besoin pour faire votre métier. Donc, j'ai pas de réponse toute prête. Je dirais par contre que si on voit pas son équipe en physique tous les mois, ça pourrait me questionner. Mais voilà, on a tous
je dirais, des croyances dans nos métiers. Je pense que si on ne peut pas voir son collectif et on ne dit pas les mêmes choses en face à face que pas en face à face, et on ne perçoit pas non plus les mêmes choses, ça peut être délicat. Ce qui est super intéressant, moi je trouve que ce que je retiens, c'est sur ces rendez-vous collectifs, où tu dis tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Et c'est vrai que souvent quand on fait du management, on est rattrapé par un peu la comparaison avec la vie de famille, tu vois, où on se dit bon, il faut traiter d'une manière équitable tout le monde. Toi, pour toi, ça c'est pas un souci? Bah, parce qu'en fait, pour moi, l'équité, c'est, je vois, on a la même question quand il s'agit de savoir qui va avoir une augmentation, est-ce que c'est juste, etc. Donc, c'est posé en fait dans une équipe. Je pense qu'à un moment, ce qui peut faire débat dans une équipe, c'est si ça n'a pas pu être explicité par un manager. Si on peut percevoir les choses comme une forme d'injustice. Et ça, c'est compromettant parce que si l'injustice est possible dans l'équipe, on se demande où est-ce qu'elle s'arrête. Donc, moi, j'ai tendance à dire, et je ne dis pas que c'est simple, qu'on peut expliquer beaucoup de choses. Ben voilà, moi, j'ai institué ces temps-là de réunion. Si l'un d'entre vous a besoin de plus, qu'il vienne me le dire. Et ça met chacun responsable en face de ses besoins et d'assumer déjà qu'il a besoin de ce temps-là. Et ça permet au manager de ne pas se sentir remis en question dans le fait qu'il aurait eu des préférences et autres. Ok, cool. Il y a Christelle qui a une autre question. Peut-être Christelle, est-ce que ça te va si on te met en visio pour que tu poses ta question en direct à Marion, parce que c'est autour des techniques Scrum, pour que tu expliques bien ce que c'est. Alors, on va te donner la parole. Salut Christelle. On t'entend pas. En revanche, il faut que tu débloques ton micro. En bas à gauche. Vas-y. Bon, mince. Bon, bah, c'est pas grave. Je vais poser ta question en espérant que je vais bien l'interpréter. Ouais, Marion, ce que demandait Christelle, salut à Lyon, d'ailleurs, je crois que c'est lyonnaise. C'est qu'est-ce que tu utilises comme rétrospective à la Scrum? Je ne sais pas si tu es familière de Scrum, pour que chacun puisse s'exprimer dans le cadre, justement. Moi, je dirais que tous les outils sont possibles à partir du moment où le manager il est à l'aise avec. Donc, t'as des vraies réponses de Normande, hein. Non, mais comme tu dois driver le truc, si t'es pas à l'aise avec un outil qui te parle pas, ça va être délicat. Donc, si ça doit se faire dans les rétrospectives donc ça c'est dans le cadre des projets, non? Parce que le Scrum. J'imagine, oui. Elle va pas pouvoir me répondre. Ouais, ah oui, on t'entend, Christelle. On entend. Okay, cool. Ouais, moi je suis dans une équipe, avec une équipe technique de développeurs, donc forcément on connaît bien les sujets de Scrum. Et on fait des rétrospectives toutes les 2 semaines. On fonctionne en sprint et on fait des rétrospectives toutes les 2 semaines. On a un temps d'échange collectif et on anime une réunion autour de en gros ce qui a été bien, pas bien dans le sprint, quels ont été les points de blocage. Et du coup, ce que je trouve intéressant dans ce cadre-là, c'est que tout le monde sait que toutes les 2 semaines, ils auront un temps pour dire ce qu'il avait sur le cœur. C'est quelque chose qui est plus partagé à froid, donc qui a déjà été un peu digéré. Et en plus, qui permettent derrière de proposer des actions dont chacun peut être responsable en fonction de qui a amené le sujet et qui peut le résoudre. Et je trouve que en tout cas dans mon équipe, c'est quelque chose qui est attendu et qui fonctionne bien. Par contre, ça prend du temps. Ça prend 1h30 quasi toutes les 2 semaines. Cool, merci pour le partage. Tu veux rebondir dessus, Marion, c'est un peu ce que tu disais. Non, je trouve que si Christelle, elle a trouvé le mode qui dans son équipe fonctionne. Moi, j'ai bossé dans une société informatique, donc je trouve aussi qu'il y a des manières de faire qui dépendent d'une culture, d'une coloration métier et autres. Et c'est pour ça que je plaisantais, je faisais ma normande, mais il faut que ça parle aux équipes, il faut que ça parle aux managers. Et que tous les espaces qui permettront de se mettre en dialogue autour de ce qui nous permet de faire notre travail, ils sont précieux et à cultiver. Et quand on a trouvé le bon format, on le sent, mais on sent l'équipe aussi. Donc voilà. Ok, cool.
On va passer à un autre sujet qui est, alors on voit de plus en plus effectivement cette dynamique de libération de l'entreprise. Alors je ne sais pas si ça parle à tout le monde, c'est quelque chose d'assez normé. Il y a certains d'entre vous qui sont dans les entreprises dites libérées, mais c'est toute cette notion de comment est-ce qu'on fait intervenir collectivement son équipe pour participer à la stratégie, au process, aux méthodes. Et tu disais, Marion, toi, que tu posais comme règle que c'était toi qui tranchais. Après, ce qui se passe souvent, c'est que les équipes, elles disent « Attends, tu me demandes mon avis pendant X réunions, ça me prend du temps sur ma to-do list, sur toutes mes tâches, et au final, tu ne retiens pas du tout ce que je dis. » Et ça, c'est vrai que c'est super compliqué dans ces fameux espaces ces temps de dialogue et ces temps d'échange. Toi, comment tu gères ça, mis à part cette règle de dire « Ok, je tranche », mais comment tu l'amènes est-ce qu'en individuel, t'expliques pourquoi c'est pas retenu Est-ce que tu as des conseils à nous donner Ouais, alors j'ai pas trouvé la formule qui arrive à répondre aux frustrations que les uns et les autres on a quand on contribue sur un sujet. Hein. Je suis désolée, mais donc ce que je disais, la première solution que j'ai trouvée moi, c'est de le poser en introduction. Alors évidemment, si j'invite mes collaborateurs à réfléchir sur un sujet, c'est pas pour nier toutes leurs propositions et de faire que la solution ne soit que mienne, ça non. C'est juste bien poser que peut-être ils n'y retrouveront pas toutes leurs propositions et contributions. C'est aussi de le dire mais tous, on est en train de chercher comment faire en sorte que chacun soit impliqué. Et donc, ça passe forcément par des phases où on se met en mouvement les uns avec les autres. Et forcément, dans un collectif, à partir du moment où on doit se mettre d'accord, la partie sur laquelle on va se mettre d'accord, elle est forcément à un moment de moins en moins importante. Hein. On a tous vécu de ces sujets-là. Donc, c'est peut-être de le poser, qui pourra peut-être y avoir un côté frustrant, mais qu'entre quelque chose qui va être descendant, sortir de la tête d'une personne et peut-être finalement représenter ça comme idée où on est d'accord, et ben on va peut-être avoir ça. Donc, mais c'est du Marion, c'est ma manière de faire, d'être avec mon équipe. Ce que je peux dire, c'est que c'est une difficulté certaine de gérer des gens qui vont dire franchement tout ça pour ça, quoi. Ça valait vraiment le coup d'y passer 3 heures. Il y a aussi tous ceux qu'on n'entend pas et qui disent rien et qui des fois sont pas forcément d'accord avec ce qu'ils disent et qui sont heureux d'avoir eu ce temps. Et puis tous ces temps où on réfléchit, on apprend beaucoup à travailler ensemble, hein. On apprend beaucoup à être ensemble et finalement on apprend à se reconnaître les uns les autres pour ce qu'on fait et ce qu'on apporte à l'équipe. Et on a tous besoin de reconnaissance au travail, alors sous des formes différentes, mais je ne crois pas que quelqu'un n'en ait pas besoin. Et je crois vraiment qu'on ne reconnaît que ce qu'on connaît. Donc tous ces endroits où on va pouvoir travailler les uns à côté des autres et apprendre à savoir qui est l'autre, qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il pense, c'est des moments où aussi on génère de la coopération. Donc peut-être que si on regarde le fruit qui sort des travaux, il va nous paraître moindre, mais on passe à côté de tout ce qui s'est joué dans ces réunions où on a appris à bosser ensemble, à échanger, à pas être d'accord et qu'est-ce qu'on aura appris les uns des autres, quoi. Ouais, donc vraiment ce que tu dis, c'est pas tant le résultat, mais le chemin aussi qu'on parcourt ensemble qui est important et le manager, ça doit le rappeler pour justement limiter ses frustrations et dire peut-être en amont du projet qu'effectivement tout ne sera pas retenu, mais que ça fait partie du jeu, quoi. Mais oui, exactement. C'est le chemin qui est important aussi, quoi. C'est le chemin qu'on va faire ensemble pour arriver à décider de ce qui est le plus qui ramène le maximum du collectif. Ok, cool. On va entamer la dernière demi-heure de la masterclass. Moi, ce que je vous propose, c'est que peut-être... Ouais. Je vais peut-être avoir un problème de batterie. Tu vas quand même avoir un problème de batterie. On va essayer de régler ça. Il y a Sylvain qui va aller dans ta salle pour essayer de trouver une solution. En attendant, moi, j'avais pas mal... on a commencé à aborder les feedbacks négatifs. Ça, c'est un gros sujet qui est... comment je peux instaurer un temps d'échange avec une personne. Toi, c'est quoi tes conseils quand il faut que tu fasses un retour qui n'est pas agréable à entendre pour que la personne, tu la fasses quand même avancer. Tu as parlé du sourire, tu as parlé des fameuses règles qu'on a mis dans le cadre, hors cadre, pas cadre. Est-ce que tu as d'autres choses à nous partager assez concrètes
pour que nous, quand on doit recadrer les gens, on puisse le faire sans avoir une boule au ventre pendant 48 heures, quoi. Ouais, je sais pas. Moi, je peux dire ce que je fais moi, en fait. Hein, généralement, je suis à peu près convaincue que quand quelqu'un a pas respecté le cadre ou qu'il a, qu'il a dysfonctionné ou autre, il le sait. Et que, moi, déjà, je le fais qu'en individuel, hein, quand il s'agit de ça, parce que c'est plus simple pour moi aussi de gérer mes propres émotions, hein, en individuel, parce que la pression de devoir recadrer quelqu'un pour un collectif, ça se fait, hein, ce que je disais sur certains aspects, mais là, quand c'est un sujet qui est plus profond, on parle vraiment de recadrage, je le fais en individuel, avec l'idée que forcément ce qui est ma vérité à moi n'est pas la sienne, que la manière dont il a vécu, ce qui l'a amené à réagir comme ça, il y a forcément des éléments du tableau qui m'échappent, en fait, parce que je vois la situation de ma fenêtre. Donc, j'ai plutôt une manière très ouverte de démarrer la conversation qui va être, je sais pas, on va dire qu'il s'appelle Julien. Alors, je sais pas s'il y a un Julien, mais voilà, Julien, il s'est passé ça dans le cadre de la réunion de jeudi dernier. J'aurais envie que tu me dises ce que t'en penses, toi. Voilà, qu'est-ce qui s'est joué pour toi et voilà, qu'est-ce que t'en penses, en fait. Donc, en fait, je donne beaucoup la parole à l'autre pour essayer de mieux cerner ce qui l'a amené à réagir comme ça. Parce que, voilà, j'ai besoin de compléter mon côté du problème, ma vision du monde par la sienne. Donc, je vais être beaucoup en questions très ouvertes et je vais faire ce qu'on apprend beaucoup, hein, je vais me mettre à sa place pour pouvoir après me mettre d'un pas de côté. En position un peu méta et essayer de l'inviter lui à se mettre à ma place. Donc de proposer à Julien, une fois qu'il m'aura expliqué ça, de lui dire écoute Julien, je te propose de prendre ma place de manager à la place où j'étais moi et on va revivre la scène et tu vas me dire ce que ça te fait à toi. Mais moi ça m'arrive, hein, et ça je le fais en coaching, à demander aux personnes de vraiment prendre ma place. C'est-à-dire que de se mettre à ma place et de dire voilà. On vit la réunion et je suis Julien, tu es Marion, et dis-moi ce que ça te fait. Comment tu vis les choses? Parce qu'il y a une question de vécu là-dedans, et donc les déplacements physiques sont très aidants, et on ne voit pas forcément ce que vit l'autre. Donc moi c'est ma manière de faire, parce que je suis à l'aise avec ça, parce que voilà. Mais en tout cas, dans le recadrage, moi, je commence pas par écoute, Julien, le 15 à la dernière réunion, c'est n'importe quoi, tu as fait ça, je peux pas être d'accord. En fait, déjà, je me mets dans une position d'écoute et j'essaye de comprendre voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour lui à ce moment-là. Et avant qu'on fasse la petite manip pour le casque, et tu mets ça dans un temps, je veux dire, tu fais ça dans une salle. Tu fais ça dans une salle de réunion classique, tu l'emmènes, tu fais ça dans un déj, comment tu prépares ça? On va faire le petit changement technique. Je me mets moi en fait je fais ça dans mon bureau, mais je suis toute seule dans mon bureau. Dans tous les cas, c'est dans une salle où il y a personne autour, parce que voilà, c'est pas agréable, hein. Enfin, je suppose qu'on préfère ça en tant que manager, puis c'est pas agréable pour la personne. Mais je crois qu'elle pourra mieux vivre ce qui se passe si elle sent à un moment qu'elle a été entendue, écoutée, et pas uniquement jugée en partant du principe que sa réaction était c'est pas la bonne. On fait la petite manip pour changer de casque. Désolé, excusez-nous, c'est le temps de boire un petit peu d'eau. Notre mentor n'avait pas pris de mettre trop de batterie. Est-ce que tu m'entends, Grégoire? On vous entend très bien. Super, merci Sylvain. Super. Top. Moi, c'est bon, là. Problème, en fait. On peut continuer jusqu'à 16h, top. Ouais. Il y a un petit décalage, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il y avait on va vous passer la parole. Je sais que Marc, tu avais un petit sujet que tu m'as demandé tout à l'heure autour des N+1. Tu es toujours avec nous? Oui. Marc? Yes. Est-ce que tu peux poser ta question à Marion, s'il te plaît? Je passe la parole à JC qui est avec moi, qui fait partie du collectif aussi, vous voyez sur la caméra, vous pouvez poser la question directement.
Oui, effectivement, bonjour à tout le monde. J'avais une question, je suis jeune manager et effectivement, aujourd'hui, on peut être projeté dans le décor entre son N+1, donc son manager, mon manager à moi, et également mes équipes en dessous. Et c'est vrai que c'est pas évident au départ de s'imposer, entre guillemets. Et je voulais savoir si tu avais rencontré ce genre de situation et comment tu peux faire effectivement dans ce cadre-là. Alors, je vais essayer de reformuler pour être sûr que j'ai bien entendu la question, parce que je n'entendais pas bien. Donc, je suis désolée, je prends mon téléphone. Je crois comprendre que la question, c'est est-ce que j'ai déjà vécu la situation, moi, où j'ai accompagné un manager qui avait du mal à se sentir légitime au sein de son équipe? Est-ce que c'est ça? Ouais, c'est à peu près ça, effectivement. Ouais. Bah oui, je pense que c'est la vie de manager à un moment d'avoir cette difficulté-là. Je crois que, quand je disais tout à l'heure que c'est un chemin de vie, nous, à la CARSAT, on accompagne beaucoup nos jeunes managers. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être jeune manager, être lancé dans le bain comme ça. En tout cas, si on le souhaite, ils peuvent être accompagnés, c'est-à-dire avoir des séances de coaching à côté pour travailler justement ce positionnement managérial, cet ancrage et se sentir soutenu. Je crois qu'aussi, ce qui est très précieux quand on est manager, c'est de sentir qu'on est soutenu. Alors, je sais que vous êtes dans des structures très différentes, hein, mais comment moi, je suis soutenue par mon propre manager, parce que la légitimité, elle vient aussi par le haut. Donc, si je me sens en sécurité dans cette relation-là, et si je sens que ce que je vais faire, les décisions que je vais prendre ne vont pas être remises en question, ça va quand même être aidant. Mais je crois que ça prend du temps d'acquérir de la légitimité. Et ce que je disais tout à l'heure à la question de Maxime, c'est que on commence petit, mais on commence avec quoi on est à l'aise, et puis progressivement, une fois qu'on aura une première session de travail qui sera à peu près bien passée, et puis que l'équipe aura peut-être senti un peu les bénéfices, on pourra en avoir d'autres, etc. Mais je crois que c'est quelque chose qui prend du temps et qui n'est pas toujours très simple. Alors, est-ce que j'ai des moyens de pallier cette difficulté-là? Déjà, c'est de pouvoir faire tout ce que vous faites tous, de faire du codev. Je trouve que c'est c'est un bel exercice pour se rendre compte qu'on n'est pas seul et qu'on vit tous les mêmes difficultés. Donc de partager ce qu'on a tenté, ce qu'on n'a peut-être pas bien réussi et puis ce qui a fonctionné. Et puis de soi-même de pas se décourager, donc d'avoir les bonnes ressources autour de soi parce que c'est pas simple d'aller face à son équipe et puis de se sentir légitime, etc. Il y a un aspect dans Top, merci Marion. On vous entend un peu de loin. Attends, excusez-moi, on vous entend un peu de loin. Tu m'entends mieux là? Ouais, c'est mieux, Marc. Il y a un aspect dans la question qui m'intéressait aussi, c'est on parlait de cadre tout à l'heure, je trouve que c'est intéressant aussi d'intégrer notre N+1 dans ce cadre, et c'est cette difficulté-là aussi qu'on peut rencontrer parfois, où finalement on met en place un cadre avec notre équipe, et on a besoin que notre N+1 aussi respecte ce cadre, et du coup on n'a pas cette légitimité-là et cette possibilité de être décisionnaire là-dessus vis-à-vis de notre N+1. Donc, est-ce qu'il y a des astuces? Est-ce qu'il y a… Ma réponse, ça va être qu'un cadre, ça se trouve à tous les étages d'une organisation. Donc, forcément, si vous posez un cadre, vous, avec votre équipe, j'imaginerais nécessaire, en tout cas, pour moi, il est nécessaire, de faire la même chose avec son N+1. Parce que tous bien intentionnés qu'on est, on peut des fois se sentir court-circuité ou alors on a un manager qui décide de venir en pitching dans nos équipes quand on n'est pas là pour passer des commandes. Donc déjà, si on a mis comme règle dans l'équipe qu'on se tenait informé et que… alors là, c'est de la grande maturité, mais dire au N+1, on a Cédric qui n'est pas là, c'est notre manager, comment vous allez l'informer? Ok, on a pris note de votre demande, mais comment il va être informé? C'est un vrai sujet. En tous les cas, pour moi, les cadres, ça se pose partout dans l'entreprise et que pour que vous soyez assurés que vous pouvez le faire avec votre équipe, c'est qu'il y a eu aussi une mise en discussion avec votre manager. Et donc, toi, ta reco, c'est que les middle managers que nous sommes, on doit aller voir notre N+1
et on dit écoute, faut qu'on pose un cadre, je te propose une nouvelle stratégie de management, tu proposes de manager sur N+1. Et ben c'est ça. En fait, le coaching, c'est que ça. Hein, quand on vient soit être coaché, finalement, on vient coacher son manager. Moi, je l'ai fait. Hein, je viens de changer de directeur et je lui ai dit bonjour. D'ailleurs, je pourrais lui demander comment on va travailler ensemble. C'est quoi notre cadre de travail, notre cadre relationnel. Donc, je dis pas que c'est simple. Hein, je dis pas qu'on a complètement posé le nôtre, mais je l'ai fait avec mon équipe, ça fonctionne, mais il faut que je sois assurée déjà que moi, je suis en sécurité avec mon manager et puis qu'il n'y a pas des contradictions hyper fortes entre les deux fonctionnements. Donc, oui, Grégoire, ce que je dis, c'est que les relations de travail se mettent en débat à tous les étages de l'entreprise. Super. Bah, écoute, c'est une réponse très concrète et ferme et un vrai point de vue. Moi, j'ai une question en attendant celle des autres. Parce que il y a plein de petits nouveaux, là, je sens qu'ils n'osent pas parler. Vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions. On ne vous donnera pas la parole, je vous promets. Je prendrai votre question, parce que je vois que vous êtes timide. On a eu pas mal dans les équipes des gens qui nous disaient qu'ils avaient des personnes qui ne parlaient pas dans leur équipe et que ça n'était pas forcément à l'aise et qu'ils avaient l'impression qu'ils les mettaient un peu de côté. Toi, tu as des recos pour les faire parler ou pour les intégrer dans ces processus de dialogue d'une autre manière, peut-être? Oui, alors il y a pas mal d'instruments de torture qui existent sur le marché. Donc voilà, non, je plaisante. En fait, moi, ça m'est arrivé et ce que j'ai fait, c'est que j'ai reçu la personne en rendez-vous individuel, en fait. Je lui ai dit que j'avais besoin de partager avec elle ce que je sentais, qui était que elle prenait pas souvent la parole en réunion, que je me demandais si c'est parce qu'elle n'avait pas de choses spécifiques à dire ou elle se sentait pas à l'aise pour le faire. J'avais besoin de le partager avec elle parce que mon rôle à moi, si elle avait besoin de parler, c'était de lui donner la possibilité de le faire. Et ben, cette personne-là, alors elle m'a expliqué qu'en fait, elle n'était pas forcément à l'aise pour prendre la parole devant tout le monde. Et que donc c'était quelque chose qu'elle évitait de faire d'une manière générale, mais que jusqu'à présent, elle n'avait pas eu besoin de rajouter des choses dans les réunions. Mais si je ne l'avais pas rencontrée, moi, j'y serais allée avec mon référentiel du monde à moi, Marion, qui est ah bah non, mais quelqu'un qui ne parle pas dans une réunion, c'est qu'il n'a rien à dire ou que franchement, il a l'impression de perdre son temps, que ça ne l'intéresse pas, etc. Donc, j'aurais été, je l'assume, très jugeante et pas forcément positivement. Donc, vraiment, ce que je caricature, mais c'est parce que vraiment, ces temps en individuel, ils permettent à chacun de se sentir plus à l'aise et puis de peut-être aller valider que ce qu'on a projeté sur la personne, qu'on imagine, ce qui est notre vérité à nous à un moment, et ben, c'est bien ce qui se passe. Ce que je pourrais dire aussi, c'est que des fois, on sait tous que de ne pas parler, c'est contribuer, parce que si on se met tous à parler dans une réunion, c'est difficile. Et je fais des petites sondes de temps en temps pour aller voir ce que je pressens. Je ressens de quelqu'un dans une équipe, et ben, c'est ce qu'il vit lui. Donc, je laisse beaucoup la parole. C'est exactement comme dans le recadrage. Je dis aux personnes, voilà, on a eu plusieurs réunions là ces 2 derniers mois. Est-ce que tu pourrais me dire un peu comment ça s'est passé pour toi, ce qui t'a été facile, ce qui t'a été plus difficile, etc. Et tu me parlais notamment d'une technique. Il y a Sylvain qui me dit comment tu animes les réunions. Tu m'avais parlé en one-to-one. Je ne me rappelle plus le nom. C'était les fiches. Tu te rappelles ou pas pour faire parler la personne, justement? Ah, des outils, là? Les petites cartes? Oui. Je t'ai parlé des petites cartes? Ah ouais, super. Ouais, alors moi, je suis férue d'une petite start-up du sud de la France qui s'appelle Caperni, qui crée plein de super outils, dont un qui s'appelle Hirmalaya, je crois. Je vais vous le montrer. Tu l'as toujours dans ton sac à main? Ouais, c'est ça, dans mon sac. Alors, Hirmalaya, c'est des petites cartes comme ça. C'est les moteurs qu'on a tous, des moteurs, des drivers, des valeurs qui sont essentielles. Donc, il y en a plein de différentes. Il y a la confiance, le respect, le statut, la rémunération, le défi, l'innovation, etc. Il y en a 15. Et l'idée, c'est de demander à une personne de classer ses moteurs du plus important pour elle au moins important.
Donc, il y en a 15. Donc, déjà, elle prend le temps de les classer. Donc, je vous assure qu'entre la confiance, l'esprit d'équipe, l'intérêt au travail, la formation, il y a de quoi faire des distinguos importants. Et on s'attarde aux 5 premiers. Et on demande à la personne, on lui donne donc 25 jetons. Et on lui dit, je t'invite à mettre autant de jetons que tu estimes qu'aujourd'hui, ton niveau de satisfaction est atteint. Donc, évidemment, si une personne met 5, c'est que tout va bien. Si une personne n'en met pas, c'est que c'est un point de vigilance. Et après, si par exemple, une personne met sur la confiance, c'était celui-là, si une personne met un jeton, je lui dis, très bien, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi c'est 1 pour toi et qu'est-ce qui pourrait faire que ça serait 2 demain ou 3 et du coup, de bâtir avec elle les actions qui vont permettre de renforcer la confiance, etc. Donc, oui, c'est bien Katerli. Donc, ça, j'utilise en one-to-one. Ouais. Vas-y. Et tu as d'autres techniques? Oui, il y a plein d'autres choses. Ça dépend du sujet que la personne amène, mais ça peut être déjà la laisser parler. On parle souvent de la préciosité de l'écoute et pour moi, écouter, c'est apprendre à se taire. Donc, c'est ne pas parler, laisser l'espace à l'autre, la place pour qu'il s'exprime et pas commencer à projeter ce qu'on imagine. Donc, mais c'est mon métier, donc je passe beaucoup par la parole. Autrement, j'utilise des outils. Il y a les photolangages aussi qui sont très aidants. Pourquoi les photolangages? Parce que notre cerveau réfléchit d'abord en images. C'est pour ça qu'on a tous appris à lire avec des dessins, avant de réfléchir en mots et d'être en mesure de faire des phrases. Et la puissance du photolangage, c'est que quand quelqu'un choisit une photo, vous verrez d'ailleurs, c'est assez drôle, elle vous montre la photo, elle vous explique, et après elle fait « Ah oui, j'avais pas compris pourquoi j'avais choisi celle-ci jusqu'au bout ». Donc, c'est juste que ça met en mouvement des zones de notre cerveau particulières et que du coup, on lâche un peu notre rationnel pour être un peu plus dans l'émotionnel et arriver à dire des choses spontanément. Ok, top. J'ai retrouvé, c'est les fiches suiveuses dont tu m'avais parlé. Donc, fiche suiveuse, c'est une autre technique. Voilà. On a une création de Christelle qui nous demande est-ce que tu as un modèle one-one? Est-ce que le one-one doit être préparé par le manager et le manager au préalable de l'entretien? Alors moi, j'invite personne à un rendez-vous en one-to-one sans lui expliquer quel est l'objet du rendez-vous. Donc à partir de là, ça veut dire que j'estime indirectement que la personne va se préparer. Que ce n'est pas du tout un rendez-vous piégeant et c'est hyper anxiogène de voir arriver dans l'agenda un rendez-vous sans savoir de quoi on va se parler. Donc je pars du principe que c'est préparé. C'est préparé, c'est-à-dire que la personne elle est en condition, elle sait de quoi on va parler. Je ne fais pas remplir de petites feuilles de rendez-vous, etc. Mais je donne l'objet du rendez-vous. Et je fais confiance à nos cerveaux aux uns ou aux autres pour se mettre en mouvement en amont du rendez-vous. Ok, top. Je pose des questions puisque tout le monde est timide aujourd'hui, sauf Christelle. Je te remercie beaucoup, Christelle. Est-ce que pour toi, il y a dans quel moment il ne faut vraiment pas louper cet espace de dialogue avec son équipe? Je veux dire par là, est-ce que c'est spécifiquement quand on est dans un moment de changement, on croit que quand ça ronronne, on n'a pas besoin de communiquer, mais d'après ce que tu disais en préambule de la masterclass, c'est justement quand ça ronronne qu'il faut communiquer avec son équipe, parce que justement c'est là qu'on va pas voir les choses venir. Est-ce qu'il y a vraiment des grands temps en tant que manager où tu mets des warnings, où tu dis les up together, faites gaffe quand il y a une nouvelle direction qui arrive, quand il y a une nouvelle stratégie, il y a peut-être des moments, il y a un peu des évidences là que je viens de dire, mais est-ce qu'il y en a d'autres où tu souhaiterais partager, de dire là c'est vraiment important qu'il y ait des espaces de dialogue qui soient mis en place avec votre équipe? Au-delà de tout ce que tu as mentionné toi, Grégoire, je dirais dès qu'il y a du flux entrant ou sortant dans une équipe, dès qu'il faut faire de l'inclusion ou de la déclusion, donc dès qu'on intègre dans une équipe des personnes, c'est un soin particulier parce que tout système vivant, dès qu'on en bouge son équilibre, faut qu'il retrouve son équilibre. Donc intégrer une personne, même quand on est 15, c'est pas anodin. Donc
Ça veut dire qu'il va falloir être très attentif en tant que manager, prendre le soin de ce collectif qui va vivre un mini-changement, mais un changement, exactement comme quand quelqu'un part. Il y a des gens, ils partent, on se dit « oh, bah, ça sera indolore », et puis finalement, on se rend compte des fois de tout ce qu'ils faisaient dans l'ombre. Voilà, vous avez dû entendre parler des toxic handlers en entreprise, hein, c'est ces personnes qui ont un rôle clé, qui vont faire du lien, être des épaules pour tout le monde et on ne les voit pas, ils sont dans l'ombre, il y en a dans nos équipes. Donc c'est pour moi, au-delà de ce que tu as mentionné, qui sont des changements de stratégie ou des changements de manager, des changements de directeur, c'est le moment où l'équilibre de l'équipe, par un mouvement entrant ou sortant, eh ben, il va être revu. Donc tout cela, ils sont à regarder et à prendre avec grande attention. Ok, top. Et j'ai une question en privé, donc je ne dirais pas qui c'est. Comment est-ce qu'on peut cascader dans nos rituels de communication la stratégie et l'orientation de l'entreprise quand ça n'impacte pas directement le business de mon équipe? Donc c'est toutes ces réunions où tu veux, tu as tous les 2 mois les grands chiffres de la boîte qui tombent. Et bon, au bout d'un moment, l'équipe, c'est pas qu'elle s'en fiche, mais voilà, comment est-ce que tu animes ces réunions-là qui peuvent être un peu moins opérationnelles pour les équipes, quoi. Alors moi, je fais partie des managers qui sont beaucoup dans le partage de ces réunions. C'est-à-dire que il y a des sujets dans mon équipe où j'ai des membres qui en connaissent autant que moi, voire un peu, voilà, voire plus. Donc je garde pas la main, je leur donne. Donc, je ne prends pas la main sur tous les sujets. Donc, ça peut être une première manière de faire. Je délègue une partie des sujets. Ou alors, je prépare un collaborateur en amont pour qu'il l'apprenne et que ce ne soit pas moi qui l'apprenne. Parce que je suis aussi convaincue que la manière de présenter les sujets, elle nous appartiennent avec notre sensibilité. Et la manière dont moi, Marion, je vais vous parler d'un sujet, bah, ce n'est pas la même que Valérie ou Claudine qui sont dans mon équipe. Donc, je délègue. En tous les cas, j'essaye de générer une autre énergie de réunion en faisant ça. Ce que je partageais à Grégoire, c'est que j'ai envie, alors c'est dans ma tête, mais de créer un outil de couleur, en fait, du niveau de connaissance d'une équipe sur un sujet. Je sais pas, on arrive et puis je dois parler de la politique de rémunération au sein de l'entreprise. Alors nous, on communique dessus, etc. Donc, c'est une jauge vert. J'estime que j'ai un bon niveau de connaissance. Je peux vous en parler à tous pendant 3 minutes. Et puis rouge, je suis incapable d'aller plus loin que le titre. Et donc d'interroger un collectif au moment où vous lancez un sujet pour voir, en face de moi, j'ai quoi? J'ai que des gens qui sont rouges, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas, ou est-ce que j'ai des gens qui sont dans le vert? Et puis, pour ajuster le discours, donner la main à ceux qui sont verts, c'est-à-dire, très bien, Angélique, toi, tu as l'air de pas mal connaître le sujet. Est-ce que ça ne te dérange pas de commencer à nous partager ce que tu connais sur ce sujet-là? Et puis, si besoin est, moi, je compléterai, ou il y aura peut-être dans la pièce des personnes qui auront des questions, qui pourront apporter leur contribution. En tout cas, pour répondre à ta question, Grégoire, ce que je fais, moi, dans ces cas-là, c'est que j'essaye de changer toujours la même chose, les manières dont interagissent les personnes. Et pour changer la manière dont on interagit, on change le rôle qu'on a dans une réunion. Donc, souvent, il revient au manager de porter les réunions, de les animer, d'être celui qui donne l'info. Moi, j'essaye voilà, c'est aussi le principe des réunions déléguées, de donner à d'autres cette place-là. Ok, top. Autre question, c'est comment tu fais, tu dis l'importance de communiquer dans les moments de flux. Quand ce moment de flux, c'est notamment parce que y a un collaborateur que tu reconduis pas à la fin de sa période d'essai, ou bien que tu remercies parce qu'il fait pas le job. Comment tu l'expliques à l'équipe, ça? Et tu le fais quand, surtout quand la personne est partie, avant que la personne parte? Des conseils? Je peux en parler parce que je l'ai fait, moi. Que j'ai pas reconduit quelqu'un en période d'essai. Donc, c'est pas les moments agréables dans la vie d'un manager, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai informé mon équipe. Donc, j'ai informé bien sûr en premier la personne. Je lui ai expliqué ma décision. Et puis, après, j'ai informé l'équipe. Informer l'équipe, ça veut pas dire rechercher leur adhésion sur le fait qu'on a pris la bonne ou la mauvaise décision. Ça fait partie du champ de décision du manager. Donc, je ne cherchais pas à invalider ma décision. C'était dans le but de transparence, dire voilà, j'ai souhaité, pour tout un tas de raisons, ne pas reconduire de la période d'essai d'un tel.
je vous le partage, parce que ça fait partie de la vie de l'équipe, c'est-à-dire qu'on va avoir un délai maintenant où la personne va devoir être remplacée, donc il va falloir qu'on se répartisse les missions qui étaient les siennes, etc. Donc sans rentrer dans le détail, mais c'est quelque chose de nommé. Alors évidemment, les personnes posent des questions, hein, d'ailleurs tant mieux. Donc en fonction du niveau de détail, on peut répondre, mais ça peut être sur peut-être les endroits où il y avait entre l'attendu que devait avoir la personne et puis le travail rendu, un décalage. Donc je crois que quand ça m'est arrivé, alors ça date de quelques années, j'ai explicité en termes d'activité les endroits où pour moi le champ de compétences n'allait pas être couvert. Et tu l'as fait quand? D'un point de vue timing, très concrètement? Après avoir vu la personne. Après avoir vu la personne. Mais la personne était encore là, elle n'est pas partie le lendemain. Il y a eu une phase où elle a encore travaillé avec l'équipe. Ouais, mais pas longtemps, parce que quand on dit, enfin en tout cas moi ma décision ça a été quand tu dis à une personne que tu la retiens pas, tu vas pas la garder longtemps, quoi. Enfin en tout cas c'est la manière dont moi j'ai géré, c'est-à-dire que sa période d'essai après elle la finissait pas, mais donc j'ai pas fait le choix de garder longtemps la personne, ça a dû durer une semaine. Je crois maximum, donc non, j'ai informé l'équipe juste après avoir informé la personne. Autrement, pendant cette semaine, la personne est là, elle sait qu'elle va partir et puis l'équipe n'en sait rien. Donc, je pense qu'il y a eu un temps où j'ai expliqué que la personne allait partir, que sa période d'essai allait s'arrêter à telle date, que c'était ma décision, que j'en avais parlé avec l'intéressé, etc. Après, il y a eu les jours qui ont suivi et on en a redébriefé avec l'équipe quand la personne était partie. Ok, top. Marion, on arrive à la fin de cette masterclass. C'est passé super vite. Merci beaucoup. C'est que c'était hyper intéressant. J'espère que... Et on va vous envoyer alors, avant que Marion conclue, je vous demande à tous, s'il vous plaît, vous connaissez l'importance de vos feedbacks pour nous, qui nous nourrissent. Il va y avoir un micro-questionnaire avec 2 questions qui va s'afficher à la fin de la masterclass. Je vous en supplie, prenez 2 secondes pour le renseigner pour que la prochaine masterclass soit encore mieux. Et Marion, toi, pour conclure, tu connais, je t'avais un peu expliqué qu'il y avait dans le réseau Up Together, tous ces managers, leur typologie d'entreprise qui est hyper plurielle. C'est quoi, toi, le conseil que tu leur donnerais pour être bien dans leur pompe, être des bons managers et puis si tu as un ouvrage ou peut-être une référence, quelqu'un qui fait un peu pas ton mentor à toi, le mentor d'un mentor, mais voilà, mais si tu as des choses à nous conseiller pour conclure et puis on te donne la parole de la fin. C'est gentil. Moi, ma conviction, c'est qu'être manager, c'est un métier difficile. Enfin, c'est une fonction difficile. Qu'on a le droit d'avoir le coup de mou de temps en temps. Vraiment. Moi, je suis supervisée dans mes pratiques et on me dit toujours, mais Marion, se poser la question tous les jours de savoir si on fait bien, c'est rassurant. Ça veut dire qu'on est au bon endroit quand on se pose des questions. Parce que le risque du manager, c'est d'être dans la toute-puissance et on fait beaucoup de dégâts quand on est dans cette posture-là. Donc, j'aurais envie de dire, continuez à vous poser des questions et puis surtout, continuez le CODEF parce que pour moi, c'est le plus bel outil qui soit, vraiment. Et être manager, c'est aussi faire partie d'un réseau de pairs qui est sécurisant et qui fait du bien. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter à faire du bien avec le CODEF. Et des petites, et toi, un bouquin à nous recommander, quelqu'un que tu suis ou, je sais pas, un événement à pas louper? Ah ouais, ça fait beaucoup de questions auxquelles je ne suis pas préparée. Je suis désolée, moi, je te prends un peu la froid. Non, moi je suis une férue de systémie, et ma passion c'est de comprendre l'humain, je l'ai dit, mais je suis une passionnée d'une approche qui s'appelle l'approche narrative. Donc je pourrais vous inviter à aller regarder du côté de l'approche narrative, qui a été créée par David Benboro aux États-Unis. Et vraiment, c'est une belle approche parce que finalement, on apprend à retrouver de l'amour pour tous. Qu'est-ce qui fait que chacun a ses bonnes raisons de réagir comme ça à un moment et d'arriver à distinguer bien le problème d'une personne. Donc voilà, et que tous on se raconte des histoires et puis des fois des histoires qu'on a racontées sur nous qui ne sont pas les bonnes. Et donc c'est comment on déconstruit les mauvaises histoires pour ne garder que les bonnes. Donc c'est une approche qui fait du bien.
Cool. Marion, c'était vraiment top. Un grand merci. C'était super merci riche. à vous. Merci à tous les participants d'avoir chaté, d'avoir partagé. C'était vraiment chouette. Je compte sur vous pour remplir le questionnaire. Il est -2, je vous lâche même avec 2 minutes d'avance. Et je vous dis à très vite dans les ateliers ou dans les masterclass. Salut à tous.